Donc il y a une échelle de 1 à 6 des phototypes, du plus clair au plus foncé. Par exemple, un albino, s'il est phototype 1, ou une personne rousse, c'est-à-dire coup de soleil systématique, bronzage 0. Ça, c'est le phototype 1. Phototype 2, on va dire c'est quelqu'un de blond aux yeux bleus. Il prend des coups de soleil, mais un petit peu moins violents que les roux. Il va bronzer un petit peu. Phototype 3, c'est la catégorie dans laquelle je me suis classé. C'est-à-dire c'est plutôt, on va dire, pourtour méditerranéen. Et puis les catégories 4, 5, 6, c'est les personnes de peau noire. Donc on va dire 6, c'est les plus foncés, et 4, les plus clairs, peut-être les peaux métissées. Et puis, selon l'endroit où l'on grandit, notre phototype n'est pas vécu de la même manière. Pour Johanna, qui a grandi en Côte d'Ivoire, sa couleur de peau n'a jamais vraiment été une question. Moi, en grandissant en région parisienne, j'ai très vite vu que ma peau pouvait susciter beaucoup de fantasmes. Je vous en liste quelques-uns. Les personnes noires seraient prédisposées génétiquement à avoir un physique athlétique et une force surhumaine. Nous serions insensibles au soleil grâce à notre mélanine qui nous protège des rayons UV. On ressentirait moins la douleur grâce à notre peau épaisse comme celle d'un éléphant. Sérieusement ? En réalité, notre peau est fragile. Il faut en prendre soin, la protéger de la sécheresse, mais aussi du soleil. Alors mets de la crème solaire, ta mélanine te remerciera. La mélanine, c'est un pigment qui existe dans la nature, dans des plantes, chez des animaux également, et donc chez l'homme. C'est un pigment qui est au niveau des couches inférieures de l'épiderme. Et donc là, il y a une pigmentation mélanique qui est plus intense chez les personnes de peau noire que chez les personnes de peau blanche, en sachant que ce sont les mélanocytes, qui sont des petites cellules comme ça qu'on trouve dans l'épiderme, qui sont de même nombre, mais plus actifs en cas de peau noire. Tout le monde a de la mélanine, sauf peut-être les cas d'albinisme les plus extrêmes. Entre un Européen du Nord et un Européen du Sud, il y a autant de différences qu'entre un blanc et un noir. Ça a été démontré sur le plan génétique. Mais simplement, quand c'est un blanc et un noir, c'est visible. Et finalement, ça montre que le concept de race, qui est une ineptie scientifique, persiste quand même culturellement. Je me rappelle quand il y avait mon oncle qui avait un ami blanc qui était arrivé et tout de suite je me suis dit mais pourquoi il est blanc et pourquoi moi je suis noire? Et là tout de suite mon oncle essaie de nous expliquer pour dire non c'est normal parce que dans le monde il y a plusieurs sortes de couleurs de peau. Je suis née en Côte d'Ivoire où j'ai grandi en Côte d'Ivoire à Bobo. C'est là-bas que je suis née, c'est d'à Bobo que je suis arrivée en France à l'âge de 26 ans. Dans la rue, on me pose la question de savoir « Estelle, tu es noire ou tu es blanche ?» Je leur dis « Non, je suis une femme noire, en fait. » Et c'est OK, je suis vraiment OK avec ça. Mais du coup, être noir, ce n'est qu'une simple question de mélanine. Je suis atteinte d'une maladie de peau qui s'appelle donc le vitiligo depuis l'âge de mes 11 ans. C'est une maladie auto-immune qui se présente donc par des taches de dépigmentation et peut apparaître donc sur les extrémités du corps comme les mains, les pieds, les genoux, les oreilles, le visage. On me regardait comme si j'étais contagieuse, alors que pas du tout. On me fusillait du regard et ça, c'était quelque chose qui était vraiment très lourd à porter. Vraiment très, très lourd. J'ai la chance d'avoir encore mes amis d'enfance qui m'ont vue totalement noire et qui m'ont vue justement grandir avec le vitiligo. Et je pense que s'ils n'avaient pas été là, vraiment, honnêtement, je ne sais pas si je serais avec vous aujourd'hui. Vraiment. Parce que psychologiquement, ça a été destructeur de me voir changer comme ça. Je me reconnaissais plus, en fait. J'arrivais plus à me regarder dans la glace et je me suis dit, mais... Enfin, comment déjà, eux, ont pu vivre ça? C'est-à-dire être avec moi dans la rue alors que je changeais totalement. Donc j'avais honte pour eux. Quand je suis arrivé au Cameroun, ma maman m'a également dit que Charles, ici on n'est pas en France, on est au Cameroun, il y a certains endroits où tu ne peux pas aller, où tu dois faire beaucoup plus attention. Tu as des personnes mal intentionnées qui peuvent
venir te faire du mal. C'est cru ce que je veux dire, mais il y a des personnes qui peuvent démembrer un albinos pour lui revendre leurs membres sur le marché noir. La venue d'un albinos peut être vue comme une malédiction. C'est très dur, mais c'est un fait. Tu as certains parents qui vont rejeter leur enfant car il a atteint d'albinisme ou qui vont carrément dire que cet enfant n'est pas le mien. J'ai très peu grandi avec mon papa. Je pense qu'il m'aimait. Je pense qu'il m'aimait et je pense qu'il m'a aimé malgré ma différence. Tu as aussi ma maman qui est une figure extrêmement importante pour moi. Certes, je suis blanc, je suis beaucoup plus blanc qu'une personne blanche carrément, de par ma couleur de peau, mais je ne suis pas à l'abri d'être victime de racisme. Estelle et Charles-Édouard sont bien considérés comme des personnes noires, malgré une pigmentation très différente. Donc si être noir ne se résume pas à une simple question de mélanine, comment détermine-t-on qui est noir et qui ne l'est pas ? On a recensé un certain nombre d'œuvres, pratiquement 10 000, avec des personnages noirs. Et parfois, avec Greg, le co-auteur du livre, un ami, on s'est posé la question, mais est-ce que cette personne-là, finalement, elle est noire ou pas ? Parce que parfois, on a des profils qui sont arabisants, on a des phénotypes très clairs. Et on se dit, mais il va falloir qu'on définisse plus clairement ce que c'est qu'être noir. Parce que pour nous, c'est clair que c'était un processus de construction sociale d'être noir. Mais il n'y a pas d'échelle colorimétrique entre le blanc et le noir, et à partir de cette couleur-là, tu es noir, en dessous de cette couleur-là, tu n'es pas noir. Ça n'existe pas. Et donc, on a réussi à définir cela avec une définition duale, finalement, double. Un, c'est une personne qui est considérée par la société comme noire. Deux, c'est une personne qui se perçoit elle-même comme noire. Ce qui fait que cette définition, elle est inclusive. La question de la position raciale, de toute façon, elle est fondamentalement contextuelle. Elle est contextuelle parce que déjà, la manière dont on a défini qui était noir en France et qui était noir aux États-Unis, par exemple, ne va pas être la même. Puisque la manière de définir qui est noir et qui ne l'est pas aux États-Unis, c'est la règle de la goutte de sang, la one drop rule. Qui veut dire qu'en gros, si on a un ascendant qui est noir, on est noir. Une personne, est perçue comme noire au quotidien, a les expériences d'une personne noire, etc. Si elle va, je sais pas, par exemple au Cameroun, au Sénégal ou en Afrique du Sud, il y a fort à parier que cette personne ne sera pas perçue comme noire, si elle est claire. C'est un rapport social, et donc elle dépend aussi du contexte dans lequel ça a été forgé, et donc du coup, de la manière dont on est assigné ou pas. Et si au-delà d'une réponse scientifique stricte et figée à la question « Qu'est-ce qu'être noir ?», il y avait également une explication historique et culturelle à prendre en compte. Quand j'étais petite, je pense que je me voyais pas comme noire. Je me voyais comme une sonraille. Parce que mon père me disait « tu es une sonraille, tu es une koroboro ». Dans un contexte où la couleur de la peau était quasiment systématiquement dénigrée, je pense que quelque part, ça opérait une sorte d'équilibre. Je suis d'origine sénégalaise, de l'ethnie Lébou, qui est en bord de plage, qui sont des pêcheurs. On a eu, en Afrique, un grand nombre de royaumes. Il y a eu le royaume d'Aksum, qui a d'ailleurs eu une des premières écritures en Afrique, le Guèze. On a eu les royaumes du Monomotapa, on a en Afrique du Sud vers le Zimbabwe, on a eu l'empire du Ghana, du Mali, du Songhai, il y a l'empire du Congo. Et les Africains ont mis leur pierre à l'édifice de la culture mondiale comme tous les autres peuples au monde. Ces héritages bantous, Peul, Yoruba, Akan, mais quelle richesse colossale. Un socle commun qu'on ne voit pas toujours, mais qui est bien là. Des histoires, des cultures, des langues qui continuent encore aujourd'hui de relier les afrodescendants les uns aux autres. Je perçois ma couleur de peau comme un pouvoir. Ça me permet d'avoir une communauté. Il n'y a pas longtemps, pour un tournage, j'ai été au Bénin. Et ça m'a fait du bien de voir juste plein de gens noirs et que la couleur de peau n'est pas un débat. De se rendre compte que même si on vient de pays différents d'Afrique, parce que je suis d'origine République centrafricaine, finalement, on a des socles communs. C'est ça qui est assez impressionnant. J'ai fait un voyage au Mali
qui m'a rapprochée de mes origines. Du coup, ça faisait super longtemps que j'y étais pas allée. Et à ce moment-là, je suis revenue, j'étais tellement fière de qui je suis, d'où je viens. Je me considère comme une femme noire à peau foncée, dark skin comme on dit. Et maintenant, j'en suis fière. Je suis noire, c'est un fait. Mais avant tout, je suis une femme ivoirienne issue du peuple Akan. Cet héritage, c'est mon socle, quelque chose de précieux que je veux transmettre à mon fils. Mais au fond, quand on parle d'héritage, de quoi parle-t-on vraiment ? Est-ce que ce sont des rituels, des mots ou simplement une manière d'être au monde ? Mes parents m'ont appris à prendre soin de ma peau en m'appliquant du beurre de karité jusqu'à l'âge de mes 3 ans. Le basique de, après la douche, il faut toujours se mettre de la crème. Et je me souviens que parfois, j'en mettais vraiment beaucoup. Donc, je luisais comme un verre et je sortais dehors et tout le monde se moquait de moi. Le culte autour de l'hydratation de la peau noire, c'est aussi des vannes entre nous. Dès qu'on est ado, dès qu'on est gamin, t'as pas mis de crème, t'as pas machin et tout. C'est des trucs qui nous font sourire. C'est pour dire aussi à quel point c'est indispensable. L'odeur du beurre de karité. C'était l'odeur de mon enfance. Est-ce que moi aussi je vais harceler mon fils toute sa vie pour qu'il mette du beurre de karité ? Probablement. Figure-toi, Johanna, qu'il y a peut-être une explication derrière ton obsession pour le beurre de karité. Dans l'Afrique ancestrale, celle des royaumes et des empires, la peau comptait énormément. Elle était liée à la mémoire, à la guérison, à l'identité. Le karité la nourrissait, les plantes la purifiaient et tous ces gestes, tous ces soins célébraient les peaux noires. Quand j'étais petite, je considérais le beurre de karité comme un soin de peau pas mal dépassé. Mais aujourd'hui, de nombreuses influenceuses renversent ces idées reçues et partagent sur les réseaux leur routine de soins. Beurre de karité. Je sais pas pourquoi on est obligé de beurre de karité. Pourtant, ces moments intimes, face au miroir, ont créé chez moi un déclic. Je me suis reconnectée avec moi-même. Pour moi, cela est passé par le soin du corps, le repos et une alimentation plus saine. Prendre soin de nous, en tout cas chez nous, ça commence dans l'assiette. T'as tout ce qui est plat, les sauces feuilles, sauces graines, mafé qu'on appelle sauce arachide en Côte d'Ivoire. C'est excellent pour la peau. aujourd'hui, quand on analyse l'argile, le rassoul pour purifier la peau, pour avoir ce côté exfoliation, sont des choses qui font partie de la richesse de notre pharmacopée traditionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement aujourd'hui comment on recherche à revenir en fait à des produits naturels et à aller approfondir en fait tous les bienfaits de toutes les plantes qu'on peut retrouver sur le territoire africain et antillais. Le karité, le rassoul ou l'argile ne sont pas juste des ingrédients à la mode. Ce sont les empreintes d'un héritage très ancien. C'est assez vertigineux de se dire que ces rituels ont survécu à l'esclavage et aux épreuves de l'histoire. Même arrachés à leur terre, nos ancêtres ont préservé ces savoirs essentiels. Cette résilience rend cet héritage aussi singulier. Il ne s'est jamais effacé. Il continue encore de voyager. Au-delà des soins de la peau, il existe un autre héritage lié au corps qui nous est parvenu. Historiquement, le corps noir a été un véritable espace de langage. La peau portait des messages et signalait une identité précise. Scarification, motifs ou ornements, ces signes visibles indiquaient l'origine, l'appartenance ou le statut social. C'est ce riche héritage qu'une nouvelle génération cherche aujourd'hui à se réapproprier. Le Congo, le Cameroun, le Nigeria, c'est là où j'ai pu en fait voir un essor réel de ce qu'on peut appeler de la scarification. Dans l'ethnie des Yoruba, on se scarifiait les joues, les tempes pour se reconnaître à travers le monde. Donc selon l'inclinaison de la scarification,
son placement précis, on pouvait dire « Ah, donc t'es de telle contrée, t'as voyagé de tel endroit ». Avant de faire un tatouage, je trace un peu le corps, je crée des bijoux et je conscientise donc le fait que c'était là bien avant moi. Et je le fais comprendre surtout au porteur ou la porteuse pour qu'elle puisse à son tour en fait le dire à son entourage, ses enfants, et qu'en fait, par l'éducation, on guérit en fait ce fossé qui s'est créé entre notre panthéon et les autres dans le tatouage. Comme les clients de Dimitri, j'ai ressenti ce besoin de me réapproprier cet héritage aussi esthétique que spirituel sur mon propre corps. Mais comment un héritage aussi essentiel a-t-il pu être rompu au point qu'on doive aujourd'hui faire tout ce chemin pour se le réapproprier ? Eh bien, il y a eu une fracture, l'esclavage. En ce temps-là, tout était orchestré pour gommer les rituels, les soins et les marquages physiques qui signalaient l'appartenance à tel ou tel peuple. C'est là que la peau a cessé d'être un espace de soins, de langage et de valorisation pour devenir un signe d'infériorité. Au cœur de cette entreprise de dévalorisation, il y a un texte juridique qui vient officialiser ce contrôle des corps, le Code noir. En 1685, il y a un édit qui promulgue finalement le Code noir, qui donne des règles au commerce triangulaire. Et dans ces règles, il considère bien l'homme noir finalement comme un bien meuble. C'est-à-dire un objet qui peut être, ou une personne, qui peut être acheté ou vendu. Le Code noir a hiérarchisé cette société entre les noirs, les métis, les mulâtres, puisqu'il va aussi mettre des règles sur les unions entre les esclaves de différents types, les esclaves libres, les esclaves serviles, entre les colons qui ont des unions avec parfois des esclaves. Et en fait, tous les enfants issus de ces unions vont avoir des statuts différents. Saviez-vous qu'à l'heure où je prononce ces mots, le Code noir n'est toujours pas aboli ? Cette hiérarchisation des couleurs de peau, qui a servi à légitimer l'esclavage, a aussi été un enjeu important pour l'Église catholique. En fait, tout repose sur un passage de la Bible en particulier qui a été totalement réinterprété. La malédiction de Cham, c'est l'un des fils de Noé qui aurait vu son père ivre et nu et qui l'aurait rapporté à ses frères et sœurs. Et donc Noé a décidé de le sanctionner en punissant son fils, Canaan, en disant « tu seras l'esclave des esclaves de tes frères ». Finalement, Canaan est aussi celui qui est censé représenter les peuples d'Afrique. L'Église catholique ne s'est pas positionnée en fait pour défendre les populations noires et donc a permis le fait qu'elles soient esclavagisées pendant des siècles et des siècles. Seulement voilà, ce texte tiré de l'Ancien Testament ne fait aucune mention de la couleur de peau de Cham, ni même de l'Afrique. Pourtant, ce mythe circule dans le monde dès le IXe siècle et prend une forme idéologique considérable au XVIIe siècle avec le commerce triangulaire. Cham devient l'ancêtre supposé des Africains et la couleur noire est interprétée comme un signe visible de cette malédiction. Pour l'aspect impur de la couleur noire, je pense que ça mélange beaucoup de choses. Ça mélange l'histoire, la langue aussi, la sémantique. Quand on sait que noir, ça donne aussi dénigré en latin. Le blanc, c'est la pureté. L'opposé, ce serait le noir et l'impureté. Donc il y a beaucoup de choses, l'histoire, la théologie, la religion, la sémantique. Si le premier héritage est celui du soin et de la valorisation de la peau, le second est celui de la blessure coloniale, qui a enfermé de nombreuses personnes noires dans un miroir dévalorisant. D'ailleurs, en 1952, dans son essai Peau noire, masque blanc, le psychiatre martiniquais Frantz Fanon décrivait déjà ce phénomène comme une forme de névrose collective. Est-ce que cet héritage a encore des répercussions concrètes dans la trajectoire intime de chacun ? À plein de moments, je suis tout à fait passée pour blanche, mais pour autant, dans l'enfance, vraisemblablement, j'ai fait partie de ces enfants qui s'endormaient en rêvant que peut-être j'allais me réveiller et je serais blanche. Donc en plus, vraiment avec un truc vraiment
de négrophobie complètement intériorisée. Donc, j'en nourrissais vraiment une grande tristesse de ne pas être blanche. On ne regarde pas un noir avec mépris juste parce qu'on est soi et que la personne est en face. En fait, ça convoque tout un arrière-plan historique, sociologique, philosophique même, qui fait que le regard est biaisé, que le regard est habité par une idéologie raciste inconsciente. En primaire, je me sentais mal parce que toutes mes copines étaient blanches et on va dire que j'étais la seule noire. Donc je voulais devenir blanche aussi, avoir les cheveux lisses, la peau claire, les yeux bleus, verts, être comme elles. On m'a comparé à un M&M's marron, on l'a placé à côté de ma tête et on m'a dit « Ah, bah, il te ressemble ». Des fois, quand je marche, on fait des bruits de singe à côté de moi. En classe, je sais pas si ça m'était destiné, mais j'ai entendu « Bamboula va manger des bananes ». Je me suis sentie mal parce que je me suis dit « Pourquoi moi j'ai eu ça, je leur ai rien fait ». Je pense qu'à l'école, du coup, s'il y aurait eu plus de personnes noires, ils m'auraient défendu sur les remarques racistes. Ils auraient dit aux autres de ne pas toucher mes cheveux sans ma permission. Si je vais me plaindre auprès de la direction, le camarade, il va dire que elle aussi, elle m'a insultée et j'aime pas les problèmes. Donc, je laisse passer, c'est pas grave. Enfin, si, c'est quelque chose, mais ça me fait plus rien maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a une époque où ma vue était compliquée dans le miroir. J'ai de l'acné, je suis noir, j'ai un début de l'ox à l'époque, on ne comprend pas c'est quoi, on me fait souvent des remarques sur mes cheveux. À partir de là, je comprends que déjà, je suis noir, je suis différent, j'attise la haine par ma présence. Je me souviens de moqueries de la part d'élèves blancs qui disaient « t'es marron comme le caca », voilà, le grand classique. On veut pas jouer avec toi, mais pourquoi? Bah, parce que t'es noir. Enfin, moi, c'était premier degré. En maternelle, c'était des trucs comme ça. C'est une force d'avoir grandi au Sénégal. Quand je venais d'arriver en France, j'ai appris à être seule. Moi aussi, j'ai connu la solitude en arrivant en France. Et cette difficulté à me regarder dans un miroir. Aujourd'hui, je refuse de transmettre cela à mon fils. Je veux lui apprendre à transcender le regard parfois discriminant des autres pour se voir tel qu'il est réellement. Mais pour ça, je sens qu'il doit comprendre l'héritage historique et intime derrière sa couleur de peau. J'ai le sentiment que c'est grâce à cette connaissance qu'il pourra se réapproprier son propre récit. Je m'identifiais beaucoup à des chanteuses ou rappeuses comme Missy Elliott, Ciara, Cassie. Kumba Gawlo, une chanteuse sénégalaise que j'aimais beaucoup, que je trouvais magnifique. Brenda Fassi, Okora. Angélique Kidjo, La Voix. Moi, je suis née en 1996, donc j'ai plutôt grandi dans les années 2000. Donc j'avais assez peu de représentation d'enfants noirs français à qui je pouvais m'identifier. Bien sûr, j'ai regardé Disney Channel, donc je sais pas, il y avait Phénomène Raven, il y avait les chanteuses, Rihanna, Beyoncé, mais encore une fois, on parle plus des États-Unis. J'ai grandi avec la télévision ivoirienne, entourée de modèles positifs auxquels m'identifier. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai eu beaucoup plus de mal à en trouver. Est-ce que tu penses, Estelle, qu'aujourd'hui, à cette époque où on est inondé d'images, mon fils fera face au même problème ? Pour te répondre sur les représentations d'aujourd'hui, Johanna, j'ai besoin de repartir un siècle en arrière. Au début du XXe siècle, les cartes postales coloniales et les caricatures de journaux animalisent le corps des personnes noires. Un symbole fort de cette époque, la performeuse née dans l'actuelle Afrique du Sud, Sarah Baartman, surnommée la Vénus Hottentote. Elle est exhibée dans les salons parisiens au début du XIXe siècle pour ses fesses généreuses.
Cette imagerie stéréotypée a été amplifiée par le fait qu'au début du XXe siècle, les personnes noires étaient régulièrement incarnées au théâtre et au cinéma par des personnes blanches et de manière très caricaturale. En effet, dès le XVIIe siècle, des acteurs blancs se sont barbouillés le visage de maquillage pour se déguiser en noir. Du moins, l'image qu'ils en avaient. Cette pratique s'appelle le blackface, ou le barbouillage en français. Et le barbouillage se pratique encore dans certains carnavals du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Alors la pratique du barbouillage, le fait qu'un homme blanc se maquille en noir, ça s'est créé en Europe. Déjà, on a des traces dès le XVIIe siècle. Le personnage d'Othello, dans l'œuvre de William Shakespeare, la première fois qu'est joué Othello, qui est un homme noir, c'est en 1604. Mais la première fois qu'est joué Othello par un homme noir, c'est en 1800. Donc pendant 200 ans, Othello a été joué par des hommes blancs qui se maquillaient le visage. Et ça s'est aussi chargé dans la culture populaire de tous les préjugés raciaux qu'on avait sur les Noirs. Le fait qu'ils soient indolents, qu'ils soient obséquieux, qu'ils soient lents, qu'ils soient bout en train, qu'ils soient bêtes. Et tout ça pour faire rire le grand public. Et finalement, les stéréotypes qui ont été créés les siècles précédents deviennent indissociables des êtres noirs. Aux États-Unis, le blackface était notamment utilisé dans les minstrel shows, des spectacles de chant et de danse du 19e siècle où des personnages noirs sont tournés en dérision. Le barbouillage se diffuse ensuite largement dans le cinéma. Arrivée à Paris depuis son Missouri natal en 1925, Joséphine Baker remplit très vite les cabarets parisiens. Elle devient la première femme noire célèbre en France, carrément panthéonisée. Joséphine Baker fut résistante, pilote d'avion, une icône de mode, une philanthrope. Mais dans l'imaginaire de certains, elle reste malheureusement la danseuse à la ceinture de banane. À l'époque, les artistes noirs n'ont pas d'autre choix que de se plier à cet imaginaire stéréotypé pour vivre de leur art, à l'image de Raphaël Padilla, le clown chocolat. Au cinéma comme au théâtre, des acteurs noirs comme Habib Benglia sont enfermés dans des rôles stigmatisants, condamnés à incarner le rôle du noir et tous les stéréotypes qui y sont accolés. Des récits alternatifs peinent à se faire entendre, comme le film Rucase Nègre d'Ozan Palcy, pourtant récompensé d'un César en 1984. Aujourd'hui, au cinéma comme au théâtre, qu'est-ce qu'il reste de ces représentations ? Il n'y avait pas de figure noire qui m'inspirait à la télévision, non. Il y avait dans les émissions de Collaro ou d'autres des sketchs sur le fait que les Noirs, les Africains étaient des cannibales. Ça aussi, c'était quelque chose de très violent, en fait. Je me souviens de ce monsieur, je crois que c'était avec Stéphane Collaro, un noir qui représentait la bonne figure du cannibale, en fait, avec une dentition très prononcée, un rire tonitruant, et qui frappait comme ça sur un gong qui annonçait, je crois, la publicité. Gag! Non! Pub! Quand on parle de figures comme ça, on parle de vraies personnes, de vrais acteurs qui ont subi une époque, donc je ne le juge pas. C'est vraiment, en fait, quand j'ai décidé de devenir actrice, que là, j'ai découvert vraiment quel était l'imaginaire associé à la couleur de ma peau de façon très précise, récurrente, entêtante et assez révoltante. Parce que y avait vraiment des schémas récurrents de filles noires maltraitées par les leurs et sauvées par des blancs. Et moi, je l'ai découvert. Moi, je suis arrivée dans ce métier sans a priori, j'avais juste des rêves. Dans l'audiovisuel, ce qui est assez fatigant, c'est qu'on est constamment en train de souffrir et de se battre et de se faire tromper et tout ça, machin. La femme noire, elle est sauvage, la femme noire, elle parle fort, la femme noire, elle pue, la femme noire, elle est pas intéressante, elle est pas intelligente, elle est pas drôle, elle est moche, elle est sale, elle est machin. Et assez souvent des figures masculines noires, très toxiques, voire hyper violentes, activaient cette violence vis-à-vis d'une fille noire, jeune, avec un physique plutôt avantageux, souvent décrit comme ça, et elle était sauvée par des blancs ou des blanches. Depuis quelques années, les choses bougent.
Une toute nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices bouscule les codes pour se raconter différemment. Des cinéastes comme Maïmouna Doucouré, Alice Diop ou Simon Moutaïrou imposent de nouveaux récits. Leurs œuvres dessinent des portraits plus justes et plus complexes. C'est dans cette même dynamique que Johanna et moi avons choisi de devenir réalisatrices. Notre envie ? Questionner ces représentations héritées du passé, tout en contribuant à en inventer de nouvelles. En 2018, ce même élan a poussé 16 actrices à se mobiliser autour d'un livre au titre sans détour. « Noir n'est pas mon métier », co-dirigé par Aïssa Maïga. Au moment de Noir n'est pas mon métier, au moment de ce livre-là, pour moi, il est évident que cette quête collective doit se poursuivre autrement. Moi, je voulais qu'on raconte, que chacune puisse se raconter à la première personne. Donc le livre, c'est 16 chapitres. Et chaque actrice raconte librement un pan de sa carrière dans lequel sont convoqués racisme, sexisme, parfois même classisme, homophobie ou autre. On arrivait dans le sillage de MeToo et que la parole des femmes était au centre, en fait, des conversations. Mais la question du racisme était de fait, quasiment mécaniquement relégué au second plan. Et le livre a aussi rencontré un écho très fort parce que je pense qu'il venait déconstruire un mythe selon lequel le cinéma est un milieu hyper progressiste. Mais au-delà de l'écriture des rôles, et si c'était toute l'image qu'il fallait repenser ? Alors, je m'appelle Dira Souran, je suis chef électricienne et aspirante chef opératrice. Dans le cinéma français aujourd'hui, il y a encore, et depuis très longtemps, un impensé à l'endroit des œuvres et des artistes noirs et afrodescendants. Au sein de la formation, il n'y avait vraiment aucune mention d'œuvres ou d'artistes racisés, en tout cas jamais mentionnés en tant que tels. C'est pas que c'est rejeté, mais c'est juste que ça fait pas partie du spectre. Ça vient à l'idée de personne, en fait, d'en parler. Sur les plateaux, j'ai entendu pendant longtemps le fait que c'était difficile. Ou alors, les chefs-op ne le disaient pas forcément, mais passaient beaucoup de temps. On sentait que, voilà, là, il y avait le petit moment de challenge, quoi. L'idée que les peaux foncées seraient plus difficiles à éclairer, je pense qu'elle vient juste du fait qu'on en a éclairé moins à l'échelle de l'histoire du cinéma. À l'époque où ça a été créé, cette classe sociale, elle était blanche, et elle l'est restée pendant longtemps. Donc forcément, l'exception, elle devient une forme de difficulté, un challenge. La peau, c'est des strates. Toutes les strates réagissent pas pareil à la lumière. Pour créer du contraste sur un visage à la peau claire, on va créer des zones d'ombre. Pour créer du contraste sur un visage foncé, on va créer des zones de réflexion, des zones de lumière. Il n'y a pas de recette secrète ni magique, mais je peux vous montrer ce que moi je ferais. Moi, je travaille plus sur les morphologies que sur les peaux en tant que telles. Là, la lumière qui vient d'en haut, on voit que ça éclaire beaucoup le nez. Ça vient faire créer un peu d'ombre sous les yeux, parce qu'il y a des arcades sourcilières. Quand on met de la lumière, là, on voit tout de suite qu'il y a des zones de réflexion qui se créent. C'est ça les choses qu'on travaille quand on a des peaux foncées. C'est comment on crée des zones de brillance. Par exemple, si je coupe ça juste pour mettre en valeur celle-ci, le fait d'avoir une lumière là, ça vient éclairer en 3/4 contre le visage et donc ça nous crée des nouvelles surfaces lumineuses et donc narrativement, ça veut dire aussi autre chose. Et donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'éclairer, il y a juste une question de ce qu'on veut raconter et dans quelle atmosphère on a envie de le raconter. Jusqu'à très récemment, la peau avait une fonction narrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand on met à l'écran une peau foncée, 80% du temps, c'est pour raconter un ailleurs. On dit les choses ont changé, ça a évolué. Oui, c'est-à-dire qu'on a multiplié un petit peu le nombre de gens non blancs qu'on voit à l'écran, mais le fait de mettre un personnage noir sans expliquer d'où il vient, c'est un acte politique. En revanche, s'il y a bien un domaine où les corps noirs sont particulièrement visibles, c'est bien le sport. En France, les premières grandes figures noires émergent dans la seconde moitié du XXe siècle. Teddy Riner, Surya Bonali, Marie-Josée Pérec et bien sûr Yannick Noah. Moi, en France, vraiment, la seule personnalité que je pourrais citer, noire, métisse pour le coup, qui m'a vraiment marqué, c'est Yannick Noah. Vraiment, Yannick Noah, il m'a donné envie de m'inscrire à la MJC Argenteuil et faire du tennis. Et j'ai fait du tennis. Parce que vraiment, j'étais
J'étais waouh, quelqu'un qui me ressemble, qui est champion à Roland-Garros. Il est incroyable. Pour moi, c'était incroyable. Dans ce moment-là, on est en plein dans, en gros, l'explosion de ce moment de la France Black Blamber. L'équipe de France de foot a gagné la Coupe du Monde face au Brésil. Et c'est un peu le moment où, là, tout à coup, beaucoup de politiques se disent que finalement, voilà, le problème de l'immigration tel qu'il a été nommé jusque-là est sans doute réglé. L'intégration est réussie parce que, voilà, on a des figures comme Zidane. On va parler de mélange, de rencontres, machin. On va parler de métissage culturel. On a fait comme si le racisme, c'était principalement une affaire de dégoût, de haine ou de méconnaissance. Mais fondamentalement, c'est aussi beaucoup plus que ça. Le racisme, c'est de la domination. Cette idée, en effet, que ce serait sans doute un peu cool d'être métisse, et des personnes comme Yannick Noah ont tout à fait incarné, je pense aussi, une manière d'être noir qui n'était absolument pas menaçante. Qui était très désirable. Vous savez quoi? Mon fils sera métis. Est-ce que concrètement ça va changer quelque chose à son parcours? Est-ce qu'il va se heurter aux mêmes enjeux que moi, sa maman noire? Quelle réalité l'attend vraiment? J'avais des tantes qui disaient « Elle est bien, elle est jolie, elle est mignonne, mais elle est foncée, hein !» Le fait d'être marron foncé, c'était associé à un truc qui ne pouvait pas être beau. Tu sens de façon plus ou moins insidieuse qu'il vaut mieux être clair, en fait. Qu'il vaut mieux être light skin, que c'est plus stylé, que c'est plus joli et tout. On aimait bien les filles. On s'était dit que les filles préféraient les garçons clairs. Et donc, au fur et à mesure, ce mot clair est devenu synonyme de chanceux. Quand j'ai annoncé ma grossesse, ma cousine m'a sorti « Ouf! Enfin un neveu métis !» Ce « ouf », il m'a travaillé. Avoir un enfant noir ou métis, au fond, ça change quoi? Pourquoi tout d'un coup, c'est devenu un tel enjeu pour elle que mon bébé soit métis? Johanna, pour te répondre, je dois encore une fois remonter le temps. Il faut que je te parle du mythe de la peau sauvée. Aux Antilles, lorsqu'un enfant naît avec la peau claire, on dit en Martinique qu'il a la peau sauvée et en Guadeloupe qu'il a la peau chapée. Ces expressions remontent au temps de l'esclavage. À l'époque où nos ancêtres ont été déportés et enchaînés, le maître blanc, le béquet, avait la possibilité d'affranchir ses enfants biologiques comme ses esclavisés. Les enfants nés de son union avec une esclavisée avaient plus de privilèges dans la société. C'est là que le colorisme prend racine. Le colorisme, c'est le fait d'inférioriser les personnes à la peau foncée et de favoriser les personnes à la peau claire. Il y a un tableau qui vraiment est un peu un exemple très pertinent du colorisme dans les sociétés coloniales. C'est un tableau au Brésil d'un peintre espagnol naturalisé brésilien où on voit 3 générations de femmes. Une grand-mère noire, sa fille métisse avec son beau-fils, un homme blanc, et la petite fille qui vient de naître, qui est elle blanche. Et on a la grand-mère qui lève les mains au ciel pour remercier Dieu d'avoir blanchi sa peau. Derrière l'homme blanc, on a le symbole avec du linge blanc qui est en train de sécher. Et ce tableau a comme titre « La rédemption de Cham ». Et quand on connaît l'histoire de la malédiction de Cham, là, cette femme noire est en train de remercier Dieu finalement de l'avoir lavé de sa négritude, on pourrait dire quelque part. À cette époque, avoir un enfant métis, c'était l'espoir qu'il ait une meilleure chance de s'en sortir. Le destin du général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, en est un parfait exemple. Né à Saint-Domingue, d'une mère esclavisée, il est ramené en France par son père aristocrate pour y être éduqué. Affranchi, il profite du séisme de la Révolution. Comme elle abolit les privilèges de naissance, elle lui permet enfin de prouver sa valeur. Il gravite alors tous les échelons jusqu'à devenir le premier général noir de l'histoire de France.
Je viens d'une famille haïtienne qui est, je veux dire, une société qui est fondée sur vraiment les subsistances d'un colorisme très clair. Et que ma famille paternelle, donc ma famille haïtienne, sont ce qu'on appelle les mulâtres d'Haïti. Donc ils sont déjà, eux, clairs et ils font partie de l'élite économique. C'est un pays qui est, pour le coup, partagé de manière très claire entre, du coup, une élite à la peau claire et le reste des gens à la peau plus foncée. Les historiens, par exemple, de l'esclavage, ont bien montré que les personnes les plus claires étaient celles qui, par exemple, pouvaient avoir accès à l'intérieur des maisons, ce qui voulait dire moins de travaux pénibles dans les champs. Alors, ce qui voulait dire aussi potentiellement une plus grande proximité au maître, potentiellement une exposition à d'autres types de violences, notamment des violences sexuelles à l'intérieur des maisons des maîtres, ça c'est certain. Mais du coup, aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que le colorisme est toujours d'actualité? Ma sœur a été métisse claire, ma sœur est née en Martinique et mon père il est plutôt clair aussi. Donc par exemple, à l'école, ma petite sœur, quand j'allais chercher en primaire, je voyais qu'elle était quand même bien intégrée, mieux intégrée que moi. Ça pouvait être par rapport à sa personnalité aussi, mais j'associe ça beaucoup à sa couleur claire. J'ai essayé de ne pas être jaloux pendant longtemps, mais c'est vrai que c'est un truc qui a pu me faire un petit truc. Ma couleur de peau elle vient de mes parents, de ma mère qui est métisse et de mon père qui est brown skin du coup. Je suis sorti plus clair que les deux. Du coup, mon appellation du côté antillais, c'est plutôt Chabin. Et en Côte d'Ivoire, on a tendance à m'appeler le blanc. Ça a été un avantage sur le marché de l'amour d'être light skin. On a plus de possibilités de trouver l'amour ou quoi. Il y a des filles qui avaient tendance à vouloir des enfants de peau métisse. Je pense que les personnes métisses dans mon école ne subissent pas le même harcèlement que moi parce que du coup, elles sont 2 dans ma classe et elles sont populaires. Donc tout le monde les aime, tout le monde les suit. Sinon, elles restent noires à mes yeux aussi. Hein. Par exemple, il disait « affinée d'eau comme le charbon », tu vois. Ça veut dire elle est noire comme le charbon. Mais elle a des beaux traits, mais elle est noire comme le charbon. Et en fait, je me disais « mais pourquoi on me dit ça ?» Et ma mère, ça l'affectait pas du tout. Elle avait l'habitude des réflexions des autres, mais moi, ça me touchait, j'étais petite. Donc, c'est pas qu'on veut pas être noir quand on utilise des produits éclaircissants. C'est qu'en fait, on veut être noir, mais entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais le beau noir. Ça veut dire le noir qui est noir Hollywood. Ce qu'on considère comme beau est complètement déterminé par les normes de la société dans laquelle on est à un instant T. Sonia Rolland, elle n'est pas élue n'importe quand, elle est élue à l'hiver 99 et elle va être Miss France 2000. Geneviève de Fontenay, qui à ce moment-là était encore la directrice de Miss France, elle a ses propos sans ambiguïté où elle dit « Cette élection, c'est un message vis-à-vis de l'Afrique. La France n'est pas raciste. » Et donc quoi de mieux pour représenter cette France-là qu'une Miss métisse? On voit bien que les rares Miss France afrodescendantes qu'on a eues en France correspondent toutes à cette image d'une femme noire claire qui, en vrai, correspond tout à fait aux canons, disons, les plus proches des canons de la beauté blanche. Je suis ni 100% noire, ni 100% blanche. Ça veut dire que quand je suis au Congo, on va m'appeler Mundele, donc la blanche. Et quand je suis en France, eh bien, je me rends compte que je ne suis pas 100% caucasienne et on peut parfois me le faire ressentir à cette époque-là. Lors d'un voyage au Congo, très récemment, j'ai une de mes tantes qui me dit, en rigolant, oui et non, parce que c'est toujours amené avec une petite pointe d'humour, mais en me disant que Naomi, voilà, avec ta couleur de peau aujourd'hui, tu pourrais totalement en fait te marier avec un ministre ou d'autres hommes de pouvoir ou d'influence. Mais ça peut montrer vraiment ce côté beauty privilège, en fait, de se dire que parce que tu es une femme métisse, tu pourrais avoir accès à certaines choses que malheureusement, parfois, une femme noire ne pourrait pas. Le colorisme a poussé de nombreuses personnes à la peau foncée, hommes comme femmes, à se tourner vers la dépigmentation. Cette pratique consiste à détruire la mélanine de sa peau avec des produits cosmétiques spécifiques dans le but de l'éclaircir. Quand je prenais ces produits-là pour m'éclaircir, il y a même ma fille, ma grande fille aujourd'hui qui a 22 ans, à l'époque me disait « mais pourquoi tu mets ça ?» Je voyais d'autres amis qui mettaient ça.
Et quand je voyais leur couleur de peau, surtout le visage qui a commencé à changer, donc moi au départ, je trouvais ça joli. La dépigmentation de la peau, c'est un problème de santé très important au Congo et dans les communautés congolaises. Du coup, en fait, quand on va à des mariages, des événements, en fait, on voit forcément, vu qu'il y a des manifestations physiques de ce à quoi ressemble une peau dépigmentée, où on voit une différence de peau entre les mains et le reste de la peau. La peau claire ouvre à beaucoup plus de privilèges et d'accès. Donc la dépigmentation, semble, pour les personnes qui le font, être une solution pour accéder à ces privilèges-là. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, parce qu'entre être clair de peau naturellement et clair de peau via la dépigmentation, c'est très différent. À partir du moment où on voit un produit qui a de l'hydroquinone, il ne faut pas l'utiliser. Tout ce qui est dérivé de mercure, c'est un petit peu plus des pratiques anciennes. On en retrouve beaucoup moins aujourd'hui. Je ne peux pas citer une liste d'ingrédients qui est bonne ou mauvaise, parce que dans beaucoup de produits, on retrouve de l'acide glycolique, de l'acide salicylique. Ce sont des actifs qui sont très connus ici, de la papaïne ou d'autres actifs comme des bêta-carotènes. C'est la dose qui fait le poison. Les complications les plus fréquentes, c'est surtout celles en fait en rapport avec l'usage des corticoïdes. La cortisone, c'est une drogue qu'on utilise beaucoup en dermatologie pour traiter les eczémas, mais de façon encadrée, modérée. Et quand on l'utilise de façon intensive, c'est ça qui d'ailleurs donne la dépigmentation, il y a des complications. On peut faire par exemple une infection de jambes, ce qu'on appelle un érysipèle, gravissime, qui peut nécessiter une opération chirurgicale. Les corticoïdes qu'on utilise sur la peau, aux quantités où elles sont utilisées pour la dépigmentation, elles passent dans le sang. Et donc ça peut se répercuter sur des complications générales comme l'hypertension artérielle, le diabète ou pendant la grossesse. Donc ça dépasse la dermatologie. Rachel a voulu s'éclaircir la peau pour ressembler aux autres. Et Penda pour échapper aux mots qui blessent. Mais cette pratique entraîne une certaine dépendance. Alors moi, c'était les savons qu'on trouve dans des boutiques à Château-Rouge, par exemple les Carolites. À chaque fois que je me lavais, l'eau était un peu foncée et j'avais l'impression que ça me nettoyait, que c'était une bonne chose. Je dépensais 60 € par mois dans tout ce qui est cosmétique éclaircissant. Le corps, il s'habitue à un produit. Et quand il est habitué, il faut une dose plus forte pour que ça fasse effet. Du coup, il faut acheter des produits plus forts, qui sont plus chers. Et je me suis retrouvée à dépenser peut-être 250 € par mois en produits éclaircissants. Le problème que j'ai eu, c'est que c'était une addiction. Pendant 6 mois, j'avais l'impression d'être à mon prime. Ça veut dire que ma peau, elle était parfaite, j'avais 0 imperfection et ça se voyait à peine. Après, ça a été la dégringolade parce qu'en fait, soit j'avais des problèmes d'acné, soit j'avais des imperfections. Il fallait que je cache toujours une partie de mon corps. Alors en été, c'est super difficile. Là où j'ai vraiment arrêté, c'était la période du confinement. J'ai replongé peut-être 2-3 fois parce qu'en fait, j'acceptais pas le fait de noircir. Maintenant, je tiens à sensibiliser énormément de gens et je dis que c'est gagner du temps et gagner de l'argent. C'est en 2019, vraiment, que ça a commencé à m'abîmer le corps et je ne m'en rendais pas compte. Là, c'est rouge, ton visage est rouge, le cou, tout ça. Mais au niveau de tes mains, c'est tout noir. C'est-à-dire que tu as 2 couleurs, bien 3 couleurs. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête en fait. Et en 2020, 21, 22, quand on est parti aux élections, le teint n'avait pas encore... Ça avait commencé à changer, mais quand je me suis présentée sur les affiches, j'étais très clair. Mais moi, ça m'a mis 3 ans pour pouvoir retrouver la peau que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé à utiliser le beurre de karité, comme ma mère me l'avait appris. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. En France comme en Côte d'Ivoire, les autorités ont officiellement interdit la vente des produits éclaircissants. Alors oui, ça circule encore un peu sous le manteau sur les marchés de Paris comme d'Abidjan. Mais une vraie prise de conscience s'installe. Les campagnes d'information alertent régulièrement sur les dangers de la dépigmentation. C'est vrai. Le chemin pour aimer sa peau peut être long et il n'est jamais vraiment linéaire. Mais quand je vois le parcours de Penda, je me dis que c'est cette fierté et cette joie de porter en soi toute une histoire, à la fois intime et collective, que je veux léguer à mon fils.
J'ai grandi avec Maître Gims, qui est l'un de mes chanteurs préférés, Aya Nakamura, Rihanna, Michael B. Jordan. Et maintenant, je me dis que je m'identifierais bien à Blue Ivy Carter parce qu'elle aime bien la danse. Elle a le même âge que moi et moi aussi, j'aime bien la danse. Je dirais Christiane Taubira. Elle a un charisme incroyable. Fatou Diom, pareil, Rokhaya Diallo. Aya Nakamura, Lucène de Yakuza, Rebecca Chaillon, à des universitaires comme Mamoula Soumaoro, des réalisatrices comme Alice Diop. Manu Dibango ou des joueurs de football comme Samuel Eto'o qui est d'origine camerounaise comme moi. Et franchement, voir Teddy Riner gagner autant de médailles d'or, même l'équipe de France. J'adore Viola Davis. C'est une femme qui m'émeut. Toujours aux États-Unis, à Ava DuVernay. Maya Angelou. Déjà ma mère, parce que moi, c'est une star pour moi. J'ai l'impression que cette fierté d'être noire, elle s'affiche, elle s'entend, elle se revendique de plus en plus. Aujourd'hui, les jeunes générations ont de vrais modèles noirs positifs auxquels se référer. N'est-ce pas, Estelle? Oui. Si pendant longtemps les peaux noires ont été mal représentées, parfois même effacées, ces dernières années, tu as raison, Johanna. Quelque chose a changé. Du mouvement Black Lives Matter jusqu'à nos écrans, des voix noires se sont levées. Une nouvelle fierté a émergé. En 2018, Black Panther explose le box-office mondial. Et la même année, l'équipe de France de football, majoritairement afrodescendante, remporte la Coupe du Monde. Et dans les miroirs, la beauté noire se reflète enfin, un peu plus libre, un peu plus affranchie des caricatures. Une nouvelle ère s'ouvre, et elle commence par un regard, celui d'une génération qui ne s'excuse plus d'exister et qui prend sa place. Tout simplement. Quand j'étais beaucoup plus petit, j'avais un gros manque de confiance en moi. De par les remarques, les jugements, j'ai dû apprendre à accepter mes différences pour que les autres les acceptent en retour, on va dire. Le mannequinat a énormément participé à ma confiance en moi. On me voit sur les shootings, sur mon compte Instagram, on peut voir que je fais des défilés, que je fais des interviews, des campagnes. J'ai appris à apprécier le teint que j'avais et que j'incarnais, bien sûr. Il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui porte le vitiligo, je pense qu'on la connaît tous, c'est la mannequin Winnie Harlow qui nous a vraiment soulagés. Elle nous a libérés. L'aventure des Miss, c'était en 2023. Effectivement, ça a été aussi un élément déclencheur et je me suis dit, moi, effectivement, avec mon vitiligo, j'arrive dans une aventure qui est les Miss, pour un concours national en plus comme Miss France. Je pensais vraiment que j'allais être, très clairement, je suis honnête avec vous, être recalée par rapport à ma particularité physique. Mais en tout cas, la société Miss France a défendu ma candidature dans le sens où ils n'ont pas été réfractaires et ça, je serai toujours reconnaissante envers eux. Cette nouvelle génération a forgé ses propres modèles sur les réseaux sociaux. C'est là qu'une nouvelle garde inspirante de créateurs noirs revendique de nouveaux récits. Elle prône cet amour de soi et une fierté, sans filtre. Ok les amis, je viens de recevoir une vidéo d'une fille qui parle des influenceuses noires en France. Pourquoi elles sont des femmes dark skin, brown skin, africaines. Et mon rêve, c'est d'être la première noire ouvertement pauvre. Je vais emmener mes gens là-dedans. Layla a gagné le Grammy de la meilleure performance africaine au Grammy Award Make Me Sweat. Le changement le plus marquant s'est sans doute opéré dans la musique. À partir des années 2010, des artistes noirs popularisent des genres musicaux allant de l'afrobeat au chata en passant par le bouillon. Dans la musique, on a eu de plus en plus d'artistes noirs qui se sont vraiment imposés et pas que en rap justement. Il y a Théodora qui en parlait pendant la cérémonie des flammes qui disait je représente toutes les femmes noires, toutes les meufs noires un peu bizarres.
Et c'est vrai que nous, on n'avait pas trop cette place. On n'avait pas trop le droit d'être un peu chelou comme d'autres artistes blanches. Et là, ça commence effectivement à travers l'exemple de Doechii et de Théodora. C'est cool, elle montre grave cette voie-là aussi. J'ai l'impression que je suis dans cette porte qui est en train de s'ouvrir. Ces artistes noirs représentent une part conséquente du streaming francophone dans le monde. Et en dépit des vagues de haine que subissent certaines chanteuses noires françaises, ces dernières sont devenues des modèles pour la Gen Z. Il y a Ebony, la finaliste de la Star Academy, qui est noire, qui a été nommée égérie de Cacharel. Donc à partir du moment où on ne cherche pas à changer l'esthétique d'une femme noire, mais qu'on décide quand même de la prendre pour être l'égérie d'une marque française patrimoniale grand public, je trouve que cette normalisation signifie un changement qui est plutôt encourageant en réalité. Virgil Abloh n'est plus, mais il a fait énormément pour le changement. Il a fait énormément. Là, tu as Pharrell, tu as Olivier Rousteing. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte des défilés qu'il fait et du travail qu'il met derrière et des mannequins qu'il met en avant. Et ça, même derrière l'objectif, c'est-à-dire au niveau du marketing, au niveau des maquilleurs, des coiffeurs. Et là, regardez, même là, je suis devant vous. Vous êtes, je suis désolée, vous êtes toutes des personnes restées là en train de faire un documentaire dans les locaux sur la beauté noire. C'est super. Le Black Lives Matter, il a totalement changé la donne. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça a changé aussi l'industrie de la mode. C'est à ce moment-là où les marques ont été questionnées sur la représentation et tu le vois au niveau des corps, au niveau des visages, il y a eu un shift cette année-là. Énorme. L'évolution de la mode entraîne avec elle celle de l'industrie cosmétique. Plus de mannequins noirs signifie aussi une meilleure prise en compte des peaux noires. Ici, le 440, le 445. Ah, on a quelque chose. Je pense que ça va être le 445. Le 450. On part sur le 445. Je me suis trompée. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis atteinte d'une maladie de peau qui s'appelle le vitiligo depuis l'âge de mes 11 ans. Ma différence aujourd'hui, j'en ai fait ma force, mon combat au quotidien. Pour moi, il est très important que chaque être humain puisse s'accepter tel qu'il est afin de se sentir bien dans sa peau. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous montrer que malgré qu'on ait une différence, tout est possible. Voici un maquillage très simple à réaliser de tous les jours. L'accès aux produits cosmétiques des personnes noires en France et en Afrique a connu une évolution réelle au cours de ces 20 dernières années, on va dire. Je pense à Iman, qui avait créé sa marque, ou même au milieu des années 2000, il y avait Black Up, mais n'était pas disponible partout en France. C'était quand même plutôt distribué en Île-de-France, dans les grands centres commerciaux de banlieue parisienne. Et le grand changement, ça a vraiment été avec l'arrivée de Fenty Beauty en 2018, je crois. Fenty Beauty était distribué par Sephora. Donc on pouvait trouver sa teinte à Paris, à Avignon, dans le fin fond de la France. Et en fait, ça représente un avant-après réel par rapport à l'accessibilité. Il y a 10 ans, il y avait maximum une dizaine de teintes pour les peaux noires. Moi, je me souviens, en tout cas à l'époque, j'avais tout le temps mon fond de teint pour le shooting. Parce que je savais qu'il n'y allait pas forcément l'avoir. Et que le résultat serait du coup moins bon que pour une autre mannequin. Aujourd'hui, tu en as une quarantaine. Et ça se voit aujourd'hui parce que les mannequins sont beaucoup plus nombreux. Se regrouper, être ensemble pour faire front et remporter de petites victoires transformatrices. Si les représentations ont évolué, c'est aussi parce qu'au niveau social, des personnes luttent à leur niveau pour que les choses changent. Rachel Keke a mené une grève inédite de 22 mois, aux côtés de femmes de chambre, pour obtenir de meilleures conditions de travail et affirmer la dignité des femmes noires. C'est pas parce que je suis noire que je suis esclave. L'esclavage a été aboli. Et moi, je dis, il y a des choses qu'il faut refuser. Et on peut refuser si on veut. Mais 22 mois, des femmes que des femmes noires. 22 mois, on leur a tellement tenu tête et on a gagné parce qu'on était tellement unis et on était solidaires entre nous. Mais moi, ce que je souhaite pour mes enfants,
noirs qui vivent en France et pour tous les enfants. Mais moi, je pense qu'il faut se battre. Il ne faut pas se sous-estimer. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais fait la grève. Donc, je n'ai pas appris ça. C'est ici que j'ai appris réellement à faire la grève. Mais si on me dit depuis la Côte d'Ivoire, tu étais capable de faire cette grève, j'allais dire non. Mais je sais que j'ai un caractère. Le noir a sa place partout. Comme les blancs ont leur place partout. En tant que femme noire, j'ai longtemps appris à vivre en alerte, contre le racisme, contre l'injustice. J'ai grandi avec cette phrase que me répétaient mes parents. Tu devras faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour réussir. Dans ces conditions, comment parvenir à baisser sa garde? Je me suis construite dans la lutte, en trouvant des espaces de dialogue avec des personnes qui me ressemblent et partagent mon expérience. Mais finalement, s'accorder enfin le droit à la vulnérabilité. N'est-ce pas ça, la forme la plus radicale d'amour de soi? Faut aussi, j'ai l'impression qu'on fasse un travail sur nous estimer déjà comme nous des êtres humains, mais que nous, on se réconcilie avec notre part d'humanité, avec notre part de sensibilité, avec notre part de vulnérabilité. C'est ultra important de se connecter avec nos émotions parce que sinon, on va perpétuer le même cycle encore et encore et encore. Pour toutes les filles noires qui subissent le même harcèlement que moi, sachez que c'est pas normal, qu'il faut en parler, qu'on doit sortir de l'ombre, que c'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas être humain. C'est une bénédiction d'être noir. Hein. Franchement, il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'être noir. Donc, soyez vous-même, sortez de l'ombre. Ayez confiance en vous. Entre mes premières questions et le point final de ce film, ma vie a tellement changé. Ça y est, je suis devenue maman. Élever un enfant métis est désormais ma plus grande responsabilité. Après toutes ces rencontres, une évidence s'impose. Être noir est un héritage vivant, et non une simple nuance de peau ou une donnée biologique. C'est parfois une lutte, mais c'est surtout une immense fierté, un chemin de résilience incroyable. Malgré les injustices, savoir toujours retrouver le chemin de la joie. Et c'est cette force-là que je te lègue, mon fils. Ce film est pour toi. Si parfois le chemin se fait plus dur, n'oublie jamais que ta peau est une bénédiction.